Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier l'humanisme et la Renaissance, c'est-à-dire le XVIe siècle. Bien sûr, c'est dans le cadre de l'histoire des idées, des mentalités et des arts. Le XVe et le XVIe siècle représentent une rupture avec le Moyen-Âge et le début des temps modernes. C'est la Renaissance. Donc cette période, on l'appelle la Renaissance. Cette période est marquée par de profondes mutations politiques, économiques, sociales, intellectuelles, religieuses et culturelles. Il y a eu de grands changements que nous allons étudier. Cette même époque connaît l'émergence de l'humanisme, qui est un mouvement qui place l'humain et ses valeurs au centre de la pensée. Et c'est ça la nouveauté pour cette période qu'on appelle la Renaissance. Qu'est-ce que l'humanisme? Eh bien, l'humanisme appelle au changement, étudier les textes antiques, changer le mode d'écriture, le mode même de pensée. Et nous allons voir qu'il y aura de grands changements. À quoi est dû ce changement? Là, nous allons voir les origines de la Renaissance. D'abord, il y a eu l'écroulement de l'Empire byzantin. L'Empire byzantin a connu une succession de crises, et ce depuis 1204, c'est-à-dire depuis le XIIIe siècle. C'est-à-dire depuis la prise de Constantinople par les croisés. Il y a eu une succession d'événements qui ont contribué à la chute de cet empire. En 1453, c'est-à-dire le XVe siècle, l'armée ottomane assiège la ville. Cette dernière tombe sous la pression des janissaires. Voilà. Et là, c'est la fin de cet empire. Et on va voir les conséquences sur toute l'Europe. Les conséquences de la chute de Constantinople étaient importantes pour l'Europe. Des prélats, c'est-à-dire les personnes qui sont au service de l'Église, hommes de science et de culture, des artistes, se réfugièrent en Occident, notamment en Italie, emportant avec eux leur bibliothèque. Alors, normalement on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et c'est ce qui s'est passé à cette période-là. C'est-à-dire que finalement, ils ont fait le bonheur de l'Europe. Le bonheur de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils se sont réfugiés à cette partie de l'Europe avec, je dirais même, avec leur trésor. La chute de l'Empire byzantin avait donné un souffle à la renaissance de l'Occident. Là, nous sommes d'accord, et vous avez compris comment. Parce que l'Occident va profiter, finalement, de ces personnes qui se sont réfugiées, notamment en Italie. Un monde s'écroule, un autre renaît. Alors vous voyez comment ça se passe. C'est-à-dire que l'Empire byzantin s'est écroulé, il y aura une autre région du monde qui va renaître, notamment l'Europe occidentale. La Renaissance vient achever une idée bien médiévale, c'est-à-dire du Moyen-Âge, celle de l'unité. Parce qu'au Moyen-Âge, on aspirait à arriver à cette unité. Et on va voir comment. Le Moyen-Âge avait comme aspiration d'aboutir à l'unité, pas n'importe laquelle, mais l'unité universelle. C'est quoi cette unité universelle? Eh bien, nous allons la voir. C'est-à-dire l'unité de la foi, sous l'égide de l'Église romaine,
C'est-à-dire il n'y a qu'une seule église, hein, c'est l'église romaine, hein, et tout le monde, hein, notamment, je dirais, l'Occident, hein, doit obéir, hein, à cette église. Unité de la politique sous l'autorité de l'empereur, hein, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul dirigeant, hein, et c'est l'empereur. Puis l'unité d'une culture prodiguée par le clergé, hein, c'est-à-dire que tout le monde doit obéir aux enseignements de la Bible, aux enseignements, aux instructions du pape. Puis, unité de la langue, à savoir le latin, hein, qui était à l'époque, hein, la langue de la connaissance, du savoir, de la culture et de la civilisation. Cet idéal était en train de disparaître car des États-nations étaient en voie de construction, comme la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Pologne, l'Écosse, la Hongrie, la Norvège. Hein. Donc il y avait des pays, des peuples, si vous voulez, qui se sont dit, eh bien nous allons nous séparer de cette Église romaine, hein, nous allons nous séparer de cet empereur pour instaurer un État-nation. Ainsi, une nouvelle économie est née avec l'apparition de la bourgeoisie marchande et bancaire. Le développement du sentiment national viendra à bout de cet idéal médiéval d'un projet d'État universel. Alors, vous voyez ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'avant, on aspirait à aboutir, au Moyen-Âge, à une sorte, si vous voulez, de mondialisation. Hein, si j'ose ainsi m'exprimer, hein, à l'époque. Alors, quand je dis mondialisation, c'est-à-dire, alors, soyons plus précis, hein, dans les termes, c'est-à-dire que c'est l'Europe qui est le centre du monde. C'est l'Europe qui est le centre du monde. Avec la Renaissance, cet idéal, lui aussi, lui également, s'est écroulé. Et on voit l'émergence, hein, d'États-nations. La Renaissance et la révolution culturelle. Alors, en quoi consiste cette culture? Eh bien, on va voir la naissance, hein, d'humanistes qui vont donner à cette Europe une nouvelle pensée. Ou plutôt de nouvelles pensées. Hein. On va voir. Pendant le Moyen-Âge, l'élite sociale était constituée de guerriers. Néanmoins, la Renaissance a connu, entre la fin du XIVe siècle et le milieu du XVe siècle, une nouvelle élite constituée de riches marchands et de banquiers. Alors, vous voyez le changement qui s'est opéré, hein, pendant cette période, et qui est un grand changement. C'est-à-dire, il y avait une sorte de libre circulation des hommes et des biens. La bourgeoisie, hein, bien sûr, a contribué à cela. L'homme de la Renaissance est un homme qui cherche le savoir. Là, c'est une description de cet homme, hein, de la Renaissance, de cet humaniste, hein, de la Renaissance. Je reprends, si vous le permettez. L'homme de la Renaissance est un homme qui cherche le savoir, qui apprend différentes langues. On va voir, hein, par exemple, qu'il y a eu des philosophes, comme par exemple Erasme, hein, de son vrai nom Erasmus, hein, qui parlait notamment en sus du latin, qui parlait
l'anglais, hein, qui parlait l'hébreu, hein, et l'arabe. L'homme de la Renaissance est un homme qui cherche le savoir, qui apprend différentes langues, qui apprécie la musique, la poésie, la peinture, hein, et on va voir ce qui s'est passé dans ce domaine-là. Hein. Les princes étaient devenus des mécènes, appréciant les choses de l'esprit. Ainsi, et par la force des choses, ils sont devenus les héros des temps modernes. Alors, on est loin, comme vous l'avez compris, du Moyen-Âge, hein, où le héros, hein, de l'époque était le guerrier. Hein. Là, nous sommes avec un autre prototype d'humain, à savoir l'homme cultivé, l'homme qui parle plusieurs langues, l'homme qui apprécie la poésie, qui apprécie la peinture. Hein. Et on va voir également l'homme qui cherche à se parfaire à travers la technologie. Les princes étaient devenus des mécènes, appréciant les choses de l'esprit. Ainsi, et par la force des choses, ils sont devenus les héros des temps modernes. Le terme latin humanitas, qui veut dire humanisme, désigne ainsi le nouveau mode de pensée et la nouvelle vision du monde qui était à l'origine de la renaissance de la civilisation occidentale. Voilà. Alors, c'est ces termes-là, finalement, qui représentent, je dirais, qui représentent à merveille, hein, ce fameux XVIe siècle. Renaissance et nouvelle vision du monde. Cette nouvelle vision du monde est due en grande partie aux grandes découvertes. Alors, on va voir, hein, ces grandes découvertes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'Europe a repoussé ses frontières. On croyait que le monde était constitué par l'Europe, était constitué de l'Europe, hein, des terres européennes. Mais là, on va voir que le monde ne s'arrête pas à ces limites-là européennes. Grâce au progrès considérable dans les techniques de la navigation, apparition de la caravelle, qui est un navire puissant, capable d'affronter l'océan, parce qu'avant, la galère, comme la nef, était plus lent et difficile à manœuvrer. Mais attention, cela ne veut pas dire que la galère et la nef vont disparaître. Ils vont vivre jusqu'au XVIIIe siècle. Jusqu'au XVIIIe siècle. Et à Marseille, Louis XIV va avoir, hein, les galères, hein, qui vont, je dirais, naviguer dans les océans. Autre point, invention de l'astrolabe, qui grâce à lui, on pouvait déterminer la latitude. Alors vous voyez, ça c'est très intéressant également, parce qu'on va commencer à se repérer au milieu des océans pour découvrir, hein, de nouvelles contrées. Autre élément, la boussole, qui est une invention arabe, hein, et qui a été développée par les Italiens. Elle indique le pôle magnétique. Hein, c'est toujours pour se repérer. Là, c'est pour la latitude, et là, c'est pour se repérer par rapport au pôle magnétique. Autre élément, alors tout ça, vous l'avez sur les documents que j'ai mis à votre disposition au début du semestre.
Puis, autre élément, le gouvernail des tombeaux, qui est découvert par les Chinois et qui a été adopté par les Occidentaux. Alors, ce gouvernail, le gouvernail des tombeaux, offrait une meilleure manœuvrabilité. C'est-à-dire que nous avons la caravelle, plus ces éléments pour se repérer dans les océans, et puis nous avons cette nouvelle technologie qui est le gouvernail des tombeaux, qui a encouragé, il faut bien le dire, qui a encouragé, par exemple, des gens comme, on va les voir, comme Christophe Colomb, et comme Magellan également, qui vont les encourager à aller plus loin dans leur découverte. Tous ces moyens scientifiques et technologiques ont contribué à améliorer la navigation en haute mer. Dorénavant, il était possible d'atteindre les pays d'Extrême-Orient, c'est-à-dire l'Inde, la Chine et le Japon. Alors, ça c'est très intéressant sur le plan commercial, parce qu'on va voir finalement que les Génois et les Arabes n'auront plus le monopole du commerce de la soie et des épices. L'objectif de ce genre d'expédition était économique. C'est-à-dire en finir avec le monopole musulman et vénitien, notamment sur le commerce des épices, que l'on utilisait en cuisine et aussi en pharmacie, et la soie en provenance d'Extrême-Orient. Alors vous voyez ce qui s'est passé, c'est-à-dire que finalement, l'Europe ne passera plus par les Vénitiens pour avoir ces denrées, ni par les musulmans. À propos de ces régions reculées, nous avons un témoignage d'une grande valeur, celui du Vénitien Marco Polo. Son ouvrage intitulé « Livre des merveilles du monde », écrit en français. Alors là, je l'ai souligné exprès, parce qu'à ce moment-là, la langue française que l'on appelait la vulgaire, qui n'était pas une langue faite pour l'écrit, qui n'était pas une langue faite pour la culture, là, nous avons une surprise. C'est que Marco Polo a écrit son ouvrage, son grand témoignage. Il l'a écrit en français. On va le voir, on va voir qu'après, il y aura Du Bellay, Ronsard également, les gens de la Pléiade, qu'ils vont donner à cette langue ses lettres de noblesse. Mais pour l'instant, on continue. Son ouvrage intitulé « Livre des merveilles du monde », écrit en français, décrit cet Extrême-Orient, Inde, Chine, Japon, fabuleusement riche. Les Vénitiens allaient chercher ces produits à Alexandrie et Beyrouth, que les musulmans importaient d'Extrême-Orient. Portugais et Espagnols voulaient les acheter directement sans passer par les intermédiaires musulmans et vénitiens et ainsi en finir avec le monopole de ces derniers. Ça, c'est une note très très importante. Autre motif de ces voyages, l'évangélisation des nouvelles terres. Ça, c'est un autre motif. Est-ce qu'il est le premier? On ne sait pas, parce que le premier motif est d'abord économique. Quelques exemples de ces expéditions. Les Espagnols recherchent cette même route vers l'ouest.
la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, c'est-à-dire le XVe siècle, est donc le fruit du hasard. Lui-même croit d'ailleurs qu'il a découvert une nouvelle route vers les Indes. Ce n'est qu'après le voyage d'un certain Amerigo Vespucci en 1499, c'est-à-dire fin du XVe siècle, que l'on acquiert la conviction que Colomb a en fait découvert un nouveau continent. Autre exemple, les Portugais et les Espagnols sont bientôt suivis par la France, notamment Jacques Cartier, qui découvre l'estuaire du Saint-Laurent en 1536, c'est-à-dire la première moitié du XVIe siècle. Autre exemple, l'Angleterre avec Drake, qui fait le tour du monde entre 1577 et 1580. La Hollande également. Entre 1519 et 1522, c'est le premier tour du monde par Magellan, navigateur portugais au service de l'Espagne, qui parvient à trouver le détroit qui porte son nom au sud de l'Amérique. Ayant été tué aux Philippines, c'est son second, Del Cano, qui terminera ce tour du monde. Alors vous voyez les voyages, les grands voyages, les grandes découvertes se succèdent. Ainsi, ces découvertes repoussent les frontières de l'Europe, ce que je vous ai dit au début. Pourquoi? Parce que avant la Renaissance, le monde se limitait à l'Europe seulement, pour les Européens. Les Européens voient le monde autrement. Le monde n'est plus pour eux l'Europe et l'Afrique du Nord. Parce que c'était ça, finalement, le monde. Ainsi, les Européens découvrent les océans et les mers pour arriver jusqu'aux Amériques, faire le tour de l'Afrique et arriver jusqu'à l'Asie pour le négoce. Alors, concernant le tour de l'Afrique, les découvertes, je dirais, continuées, et il y en a eu plusieurs, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ce nouveau monde de commerce a été à l'origine de la naissance d'une économie mondiale. Alors attention, pour ne pas faire de confusion, j'ai parlé tout à l'heure des États-nations, c'est-à-dire une fragmentation de cette carte européenne. C'est-à-dire l'Europe, contrairement à ce qu'on voulait au Moyen-Âge, l'Europe de la Renaissance est devenue l'Europe des peuples, des États-nations. Mais la mondialisation, quand même, s'opérait. Alors comment? Sur le plan économique. Parce que la bourgeoisie circulait librement. Les banquiers circulaient librement. Je reprends cette idée. Ce nouveau mode de commerce a été à l'origine de la naissance d'une économie mondiale. Naissance des empires coloniaux. Alors cette naissance des empires coloniaux, elle est la conséquence de cette mondialisation économique, qui d'ailleurs continue. Les grandes découvertes, ainsi que les richesses retrouvées dans ces contrées, ont entraîné la constitution d'empires coloniaux espagnols et portugais, et plus tard français. Ainsi, les explorateurs espagnols entraîneront derrière eux les conquistadors, dont Hernán Cortés
qui envahit le Mexique et détruit l'empire aztèque entre 1519 et 1521. Ou Francesco Pizarro, alors son nom francisé, François Pizarre, qui avait conquis le Pérou en 1530, c'est-à-dire à la fin du XVIe siècle, ou encore le Brésil, découvert par Cabral en 1500, c'est-à-dire le tout début du XVIe siècle. D'autres pays, suivant le modèle de l'Espagne, se lanceront dans la voie de la colonisation, comme la France, l'Angleterre et la Hollande. C'est-à-dire que chaque pays qui veut manifester sa force, son hégémonie, essayer d'avoir un empire. Ainsi, l'économie européenne s'amplifie et devient mondiale. Autre volet de ce cours, le nouvel esprit scientifique. La Renaissance place l'humain et ses valeurs au centre de la pensée. L'homme est capable de percer le monde qui l'entoure grâce aux recherches et aux différentes sciences mises à contribution. Alors, nous allons voir les détails, bien entendu, dans les prochaines séances. Depuis le milieu du XVe siècle, ingénieurs, architectes et savants appartenant à différents domaines se lancent dans des recherches pour aboutir à de nouvelles techniques. Alors, on a vu tout à l'heure le gouvernail des tombeaux, on a vu la caravelle qui a remplacé la nef, qui a remplacé les galères. Toutes ces prouesses démontrent que le progrès est lié à l'homme et à son esprit, inventif. Le XVIe siècle, comme on l'a vu, il fait confiance à l'homme, à son esprit, à son ingéniosité. Renaissance et esprit scientifique. Là, je vais vous donner quelques exemples. Là, on va parler de Léonard de Vinci, mais je dirais cette explication, elle est très très succincte. Je reviendrai là-dessus plus tard. Léonard de Vinci, alors ça c'est son nom francisé. Son vrai nom c'est Leonardo da Vinci. Léonard de Vinci est souvent considéré, à juste titre, comme le modèle parfait de l'homme de la Renaissance. Né près de Florence en 1452, il est peintre, sculpteur, architecte, inventeur d'appareils volants et de machines de guerre. Alors, Léonard de Vinci qui était le génie de la Renaissance. Alors, maintenant, on ne retient de lui que la Joconde, mais il était également ingénieur, il était également inventeur de machines. Il est le premier à imaginer des machines de guerre comme par exemple les tanks. Après avoir été au service des princes italiens, les Sforza à Milan, puis les Médicis à Florence, il passe en France en 1519 pour être au service du roi François Ier. Alors, le roi François Ier, qui était un roi extrêmement intelligent, va le faire venir en France et il sera son mécène. Et d'après la légende, d'après l'histoire également, il va en France, mais avec lui,
la Joconde. Autre figure de cette fameuse Renaissance, c'est Nicolas Copernic, 1473-1543. Alors Copernic, moine polonais, est à l'origine de ce que souvent les livres d'histoire appellent la révolution copernicienne. Selon Aristote et Ptolémée, c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. On appelait cela la théorie géocentrique, géo en grec qui veut dire terre. Pour justifier cette théorie, on avançait que le Soleil se lève à l'est pour se coucher à l'ouest, tournant autour de la Terre, qui est bien sûr au centre et bien entendu fixe. Ce point de vue était renforcé par l'idée d'Aristote, selon laquelle la Terre est le centre de l'univers. Pour Nicolas Copernic, et c'est là la nouveauté, dans son livre de Revolutionibus, la Terre tourne autour du Soleil et n'est qu'une planète parmi d'autres. Cette théorie est appelée l'héliocentrisme. Alors vous voyez, c'est une théorie qui a révolutionné le monde, et pour laquelle il a payé son idée très très cher. On va voir tout cela dans les détails. Tous ces éléments nouveaux ont constitué la révolution intellectuelle que connaît l'Europe au XVIe siècle. Et tous ces éléments que nous avons vus jusque-là, c'est ce qui constitue l'humanisme, ce qu'on appelle l'humanisme, celui de la Renaissance du XVIe siècle. Dans la prochaine séance, nous allons continuer, nous allons voir d'autres éléments. Pour l'instant, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon confinement. Merci et à bientôt.